été introduite en bourse, elle a été introduite par un confrère. Elle n'a pas été introduite par le banquier historique de Setaïb. Aujourd'hui, les banquiers tunisiens, le premier gagnant serait la bourse, incontestablement. Les deuxièmes gagnants seraient les banques, de structurer mieux leur PNB. Et le troisième gagnant, c'est l'État tunisien, parce que les sociétés listées sont des sociétés substantiellement plus transparentes. C'est mon avis, hein. Je pense que c'est aussi du bon sens planétaire. Une société qui est cotée, qui est surveillée par des analystes, par des journalistes, par l'AMF précisément, ne peut pas faire n'importe quoi aussi, qui publie ses chiffres. Donc, l'infrastructure y est. Mais aujourd'hui, il faudrait que quelqu'un vienne et qu'il dise voilà tous les problèmes que nous avons. Et les problèmes, en priorité, c'est la recapitalisation des banques. En second, c'est la création d'une courbe de taux. En troisième, c'est la dynamisation des marchés financiers pour dire nous donnons des fonds propres aux entreprises et nous finançons l'État. Très peu de gens savent que c'est le marché financier qui porte 40% de la dette publique tunisienne. Moi, je rejoins totalement Sislim quand il dit qu'il n'y a pas de problème de dette publique. Ça, c'est un sujet économique qu'on utilise politiquement. Je peux ne pas être du camp de Sislim, mais on ne peut pas traiter un sujet aussi important avec autant de légèreté. Venir comparer la Tunisie Lyoum à la Grèce, c'est un scandale, hein. C'est un véritable scandale. Lyoum, très peu de gens savent que toute la dette tunisienne est de 46-47% du PIB et que le tiers, ou 40%, est en dinars tunisiens, et que le reliquat, c'est du bilatéral, du multilatéral, c'est pas des marchés financiers. Même le downgrading qui a fait beaucoup de mal à la Tunisie n'a pas impacté, comme partout dans le monde, les finances publiques. Et qu'aujourd'hui, commencer à parler, à dire on n'arrivera plus à payer les salaires, ou on n'arrivera plus à payer les retraites, ça, c'est des collusions où je pense que ce n'est pas une opposition très saine qui fait ça. Ni côté gouvernemental, qui ne se défend pas bien d'ailleurs, qui ne dit pas les choses clairement, et ni du côté de l'opposition, qui sont dans une logique plutôt d'obstruction que d'autre chose. Du moins sur ce point précis. Je ne suis pas en train de dire que sur d'autres points ils n'ont pas raison. Mais sur ce point précis, c'est très grave. En tous les cas, pour terminer, je pense que ce n'est pas un problème d'infrastructure, c'est un problème de vision. Aujourd'hui, nous avons un pays comparable à nous, qui est le Maroc. Et c'est un pays qui est très en avance aujourd'hui dans ces secteurs-là. Vous avez vu les taux de pénétration de l'assurance vie au Maroc, vous avez vu le marché financier marocain, vous avez vu les banques et les champions marocains qu'ils ont créés. Aujourd'hui, Tijel est à 50 agences ou 60 agences en Europe. C'est le premier capteur monsieur demandait comment on finance l'économie. Entre autres, on la finance grâce à vous. Nous, on est incapable aujourd'hui d'émettre un emprunt international pour la diaspora tunisienne vivant en Europe pour collecter des fonds à des taux, comme vous serez peut-être d'accord à aider la Tunisie à un taux préférentiel. Mais il faut le structurer, l'emprunt. Il faut qu'on ait des banques pour faire ça. On ne peut pas le faire. On ne peut pas le faire. Tiger et Lyoum captent le plus clair des retours de l'argent des Marocains vivant à l'étranger. Donc voilà, Yani. Franchement, c'est un modèle, il faut absolument, le diagnostic nous le savons, mais il faut une décision maintenant, il faut une volonté politique réelle de réformer. Ça fait des années qu'on dit on ne peut pas avoir 24 banques. Et bien qu'on décide qu'il n'y ait plus 24 banques. Qu'est-ce qui nous retient pour le faire? Ça fait des années qu'on dit le marché financier c'est un moulin avec un superbe moulin sans grain à moudre. Et bien on lui donne du grain. Ah oui, il a donné ses résultats. On a introduit 5 sociétés, toutes les sociétés ont été sursouscrites. Dans des conditions détestables. Les conditions, vous les connaissez. C'est extrêmement difficile de placer du papier. Enfin, je ne sais pas si j'ai répondu à votre question, mais ce n'est pas un problème d'infrastructure, c'est plutôt un problème de vision. Il faut qu'il y ait un leadership, il faut que l'APSB, enfin l'APB tunisienne, l'AIB des intermédiaires en bourse, l'AFTUSA, se mettent ensemble avec le ministère des Finances et se disent voilà, voici nos problèmes. Les 10 milliards de dinars accrochés, c'est un gros problème, c'est un gros souci pour les pouvoirs publics, c'est un énorme souci. C'est 10 milliards de dinars. Hein. La deuxième question qui m'était adressée, c'était monsieur qui me disait... Tout à l'heure, j'ai retenu, est-ce que vous avez une explication? Ah non, j'ai pas d'explication, franchement. J'ai pas d'explication. La seule que je pourrais avancer, c'est que ce soit les banquiers, surtout les banquiers. Hein. C'est un confort. Une banque qui gagne beaucoup d'argent en faisant des marges d'intérêt, c'est une sorte de confort. Personne,
c'est le manque de concurrence, c'est l'attentisme, c'est le fait de ne pas... Vous savez que tous les nouveaux produits financiers n'ont pas été créés par les banques. Hein. Enfin, les nouveaux produits. Par rapport à madame, c'est des produits moyenâgeux. Hein. On ne va pas expliquer à madame qu'un OPCVM, c'est un produit. C'est un produit qui a été né dans les années 60. Le CEA dont nous parlons, nous, c'est le PEA du président de Gaulle. C'est lui qui a mis, n'est-ce pas, le premier plan d'épargne-action. Ce n'étaient pas les banquiers tunisiens qui l'ont fait. C'était des intermédiaires en bourse tunisiens. Les premiers FCP, les premières SICAV garanties, les premiers CEA, la réforme... Parce que finalement, les banques gagnent très bien leur vie. Bon, maintenant, un bottom line de la banque en Tunisie, il y a une ligne qui passe avant qui s'appelle les provisions. Il y a des banques, on ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire sur ces provisions-là. Parce que c'est très compliqué, parce que... Enfin, résultat des courses, une banque comme Tiger et Lyon, alors qu'il y a eu 2 banques étrangères en Tunisie, la SocGen et BNP. J'ai l'impression, je suis opérateur de ce marché, et c'est une banque qui est en train réellement de bousculer beaucoup de gens et beaucoup de secteurs. Et c'est bénéfique, je pense que c'est bénéfique pour la Tunisie, parce que les banques tunisiennes ont les capacités de résister. Mais quand un ami assureur, à qui je dis, mais c'est pas possible, pourquoi tu n'investis pas en bourse? Monsieur disait, on veut des choses sur 10 ans. La SFBT a sorti 100 millions de dinars de bénéfices dans l'indifférence totale. Pauline a retrouvé ses bénéfices de 2010 dans l'indifférence totale. Très peu de gens savent que SFBT est la brasserie la moins chère d'Afrique. Nous avons des concessionnaires auto qui donnent des yields de 7 et 8%. Nous avons des industriels qui dont les titres sont par terre. Et quand on investit, en tant que compagnie d'assurance, on investit sur 10 ans, sur 15 ans, commencez à investir quand vous avez un yield sur une... Alors je ne sais pas si l'information, il ment ça déjà. Et cet ami bancaire assureur me disait très simplement, je suis investi en bourse. Or, lui était investi sur son propre groupe d'une manière stratégique en bourse. Donc, ce n'était pas du portefeuille. Et il ne pouvait en aucun cas déboucler cette position, de toutes les manières. Donc, les confusions du genre investissement stratégique, investissement de portefeuille, on est bon. On est quand même dans les premières compréhensions de ces mécanismes-là. Bien sûr, facialement, au ministre des Finances, ils vont dire, nous sommes dans les provisions techniques, dit des terminologies d'ailleurs très difficiles. Très peu de gens, il y a du jargonnage entre eux. Et c'est la loi est mal écrite. Et alors, c'est la loi, la loi. Moi, la loi, je la loi. Et qui est abd qui fait la loi. Deux secondes par rapport aux assureurs qui ne font pas de la gestion d'actifs. En fait, c'est simple, c'est parce que c'est pas leur métier. Les assureurs prennent le risque sur le risque de décès, sur le risque accidentel, voilà. Et donc ils s'appuient sur des gestionnaires d'actifs pour leur gestion d'actifs. Alors peut-être qu'on ne s'adresse pas assez aux gestionnaires d'actifs et qu'on ne leur demande pas assez d'être réactifs et qu'on ne leur demande pas des comptes, ça c'est possible. Mais nous, on est censé avoir des directions ALM, des gestions actifs-passifs, qui sont censées donner des directives. Et je parle sous le contrôle de Madame Marie, parce qu'elle est spécialiste dans le domaine. Maintenant, si je dis des bêtises, vous m'arrêtez. Mais voilà. Oui. Voilà. J'ai l'impression qu'on diagnostique un produit ou un fait pour la première fois, comme si on découvre la maladie. C'est vrai que cette période de transition nous a donné cette merveilleuse occasion de diagnostiquer dans la transparence, avec l'impératif rien à cacher, parce que il y a une volonté réelle de réforme. Et la chose qui choque, c'est que nous sommes parvenus à constater un paradoxe après la Révolution. Le premier paradoxe, je commence par le plus positif, c'est que nous avons des fondamentaux en Tunisie. Parce que nous sommes loin de la Grèce. Même les mauvais indicateurs, ce sont des indicateurs de conjoncture.
Donc la Tunisie post-révolutionnaire n'est pas une Tunisie qui fait peur au niveau de son avenir. Ça, c'est le premier constat. Mais le second constat, qui est paradoxal, c'est que tous les secteurs constituent un chantier de réforme, un grand chantier de réforme. C'est que cette phase nous permet à passer un nouveau palier de notre économie. Parce que nous constatons que la révolution, c'est l'épuisement d'un modèle. Un modèle qui est arrivé à son terme. Et il a fini parce qu'il ne possède plus les conditions de survie. Donc, c'est le moment, c'est le temps de faire les grandes réformes. C'est ce que les gouvernements, et notamment le nôtre, a essayé de le faire en faisant un balayage. Mais dans ce balayage, étant donné l'énormité des chantiers, et pour être pédagogique dans la réforme, on est tenu de faire des priorités. Et nous avons, donc, pour être comment dirais-je, pour aboutir, pragmatisme, il faut détecter, il faut cerner les principaux chantiers qui constituent la priorité des priorités pour faire ce changement. Et ces chantiers sont déjà détectés. Malheureusement, le secteur d'assurance ne figure pas parmi les chantiers des grandes réformes, mais parce que ce n'est pas parce que quelque chose qui a été considéré comme secondaire, mais parce qu'il y a des préalables. Quels sont les grands chantiers? On a le premier, le chantier des chantiers, et ça vient d'être dit, puisque si Fadel a placé le problème dans son véritable contexte, c'est le système financier dans l'ensemble. On ne peut pas remédier ou donner des remèdes à une composante sans la situer dans son contexte global. Mais il faut dire que l'axe, étant donné son poids dans l'économie, demeure toujours le système bancaire. Donc la priorité des priorités en Tunisie, et notamment pour l'État, parce qu'il détient plus que 50% du marché, et pour la Banque centrale, puisqu'elle est indépendante, elle est l'autorité de tout le secteur bancaire. Donc les deux opérateurs, le gouvernement, la Banque centrale, ont donc inscrit comme priorité la réforme du système bancaire à travers des réformes ou des mesures conjoncturelles qui ont été prises depuis 2011 déjà, et surtout pour l'État, à commencer par les banques publiques, puisque je crois que le manque de performance provient de deux facteurs. Le premier facteur, l'absence de concurrence. L'exemple de Tijeri Bank est illustratif, et ça surtout pour le secteur privé. Et le deuxième facteur, la mauvaise gouvernance, qui concerne essentiellement le secteur public. Donc, avec l'ouverture et la rentrée dans le pays d'expérience étrangère, et maintenant, je crois que le processus, c'est dans ce sens. On a commencé par la Banque du Sud, l'UIB. Cette année, 2012, deux banques, disons, ont été concernées par l'ouverture. La Banque de Tunisie, avec l'opération de 13%, qui a consolidé maintenant l'actionnaire de référence de base, c'est CIC, et TQB, avec la vente, puisque parmi les problèmes de gouvernance, notamment pour certaines banques mixtes, c'est 50%, 50%. Donc, le processus, c'est de se dégager pour permettre à la banque de se décoller. Donc, et surtout, la grande
il y a lieu de faire des grandes actions parce que les problèmes ont atteint un certain problème. Il y a deux problèmes fondamentaux. La gouvernance, les choix stratégiques et surtout la gestion des créances classées, accrochées, pardon. Et dans ce cas, il y a deux grandes mesures. L'audit complet des trois banques publiques, pour déterminer au bout de la moitié, puisque cet audit est destiné pour 8 mois, mais au bout des 4 premiers mois, c'est-à-dire d'ici la fin août, il y aura une stratégie qui va clarifier quelles seront les grandes actions à opérer pour les banques publiques. Et pour les créances accrochées, il y a notamment on a commencé par les créances qui intéressent le secteur touristique. Il y aura création d'une société de recouvrement spécialisée qui va donc destiner, elle aura les prérogatives juridiques nécessaires à travers une loi qui est en train d'être préparée pour pouvoir donc assainir ce type de créances. On est juste en dehors. Voilà. Je réponds. Deux mots pour... Je n'ai pas oublié la question qui a été posée pour Takeful comme produit nouveau destiné à capter des épargnes qui restent donc en dehors du circuit du système financier. Comme déjà les finances islamiques, ça se situe au niveau du cadre général des finances islamiques. On est très attentif qu'une frange importante de la population et même des investisseurs étrangers qui cherchent à placer leurs revenus et leur épargne dans des investissements ou dans des placements qui répondent à des impératifs d'ordre culturel. شنو جديد بالنسبة l'assurance TAKEFL? Qu'est-ce qui rassure cette frange pour pouvoir donc adhérer, notamment dans le système de l'assurance vie? Donc il y a des garanties institutionnelles. Donc, vous savez que l'organisation de ces assurances fait que à l'intérieur de ces assurances, il existe un comité de contrôle de la conformité des placements par rapport aux normes de la charia. Sharia board. Et bon, il y a des spécificités, et c'est ça, ici je rejoins l'idée de Sifadl, on ne peut pas promouvoir ou remédier à une composante sans préparer toute la chaîne. Si on a le problème de placement, si on revient à des... C'est vrai, on capte l'épargne, mais comment les employer? Acheter des bons de trésor, ce n'est pas licite pour l'assurance TAKEFL, puisque ce sont des rémunérations par des intérêts. Donc il faut chercher d'autres produits, notamment à travers la promotion des activités des établissements bancaires islamiques, ou à travers le nouveau produit qui sera également développé, les soukouk. Donc l'emploi de cette épargne également est un emploi spécifique qui rassure ces investisseurs pour adhérer à cette assurance vie, soi-disant conforme aux normes de la charia. Et une dernière question en deux mots. Oui, la dernière question. Donc, comment drainer une partie de cet argent vers l'économie? Je pense qu'on en a parlé. Si vous pouvez toujours deux mots. Oui, ici, c'est vrai. On ne peut que constater la défaillance du système, puisque l'emploi est presque à majorité ou pour l'acquisition des bons de trésor.
à long terme. Donc, ce n'est qu'indirectement qui sera réemployé à travers le budget de développement de l'État. Donc, ici, on parle des investissements publics. C'est un moyen de collecter l'épargne pour servir au budget de l'État et éventuellement, bien qu'il y ait un principe budgétaire, le principe de non-affectation, toutes les recettes servent à financer toutes les dépenses, mais pour nous, le déficit budgétaire sert pour l'essentiel à financer le titre 2, c'est-à-dire le budget de développement. Personnellement, j'espère une réflexion approfondie pour enrichir le système et pourquoi pas ces fameuses agences, puisque même l'État, la tendance, c'est d'éviter le financement du budget de dépenses de développement à travers le budget, avec la promotion de nouvelles techniques telles que le partenariat public-privé et même la promotion des soucoupes, même en dehors du budget, notamment lorsqu'il s'agit des investissements publics par l'intermédiaire des entreprises publiques, et pourquoi pas la création d'agences. Donc l'idée est séduisante pour l'utilisation de l'épargne et leur réemploi dans des investissements ciblés qui, en émettant des obligations garanties par l'État. Donc le montage est séduisant et peut donc le copier-coller et... Il va agir encore une fois. Ok. Donc ça nous ramène à la dernière question pour Madame le Marié sur effectivement comment drainer, enfin comment pour drainer cette polémique vers l'industrie, vers l'économie. Ouais, alors je voudrais juste préciser que autant on est très avancé, c'est-à-dire que l'assurance vie est très bien placée en France à collecter 1,5 milliard d'encours, et pour autant nous aussi on a exactement les mêmes conférences. On a deux députés qui viennent de sortir un rapport sur comment financer l'économie avec l'assurance vie. On a la Commission européenne qui a fait un livre vert sur le financement de l'économie à long terme. Donc en fait, on a l'épargne, on a l'assurance vie et on a quand même les mêmes questions. Et à mon avis, le fond du sujet, c'est qu'on ne peut pas vendre de la sécurité et investir en actifs risqués. Ça n'est pas possible. Donc en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a vendu de la sécurité et on a acheté de la sécurité. Donc essentiellement de la dette. Et donc on se retrouve avec le problème qu'il n'y a pas assez d'equity. Mais donc en fait, c'est juste pour vous dire qu'on a des problématiques similaires et on a des réflexions sur comment renforcer les fonds propres, comment renforcer l'equity. Alors on a eu certaines solutions qui ont été pour certains investissements, par exemple en non-cotés, pour les investisseurs particuliers. On a commencé à faire des primes défiscalisées. Et alors, le travers que nous, on a vécu de cela, c'est que l'argent n'a pas été utilisé à bon escient. On a financé énormément d'intermédiaires et finalement pas beaucoup l'économie. Puisqu'en fait, il n'y avait pas d'alignement d'intérêt. Le particulier avait gagné son impôt. Il n'avait pas d'alignement d'intérêt au gain final et l'intermédiaire a capté la rente fiscale. La deuxième chose, c'est que puisque nous, le produit était simple et qu'il a eu un succès à la fois dans les couches populaires et dans les grandes fortunes, on n'a peut-être pas assez éduqué les gens à prendre du risque. Ceux qui peuvent, ceux qui ont des coussins de sécurité, ceux qui ont des patrimoines qui pourraient être investis à risque, ont quand même cherché le confort de la sécurité. Donc on n'a pas non plus d'appétit au risque du côté de l'épargne. Finalement, toutes ces discussions, je pense qu'il y a un travers, c'est qu'on a parfois envie d'administrer. On a envie de dire, bon, bah, finalement, les assurés ne prennent pas assez de risques, c'est simple, on va leur mettre un minimum. Et on impose. Moi, je crois plutôt qu'il faut l'alignement d'intérêt. Donc, un produit sécurisé, on investit sécurité. Un produit un peu plus de risque. Le client, in fine, s'il s'y retrouve et qu'il a une performance supérieure, il est investi avec des produits plus risqués. Il faut chercher l'alignement d'intérêt de tous les acteurs, à mon avis, plutôt que l'administration.
ça sera le mot de la fin. Donc, merci beaucoup à tous nos panélistes. On a un petit peu dépassé, enfin on a quand même mal dépassé, mais c'était quand même intéressant. Merci beaucoup à vous tous d'avoir assisté à cette conférence. Et le débat continue et il y en aura d'autres.